Les banques escroquent le gouvernement à hauteur de 35 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 35 milliards d'euros. Tout ça sous le couvert du gouvernement. Je vais vous mettre la vidéo juste derrière. Alors forcément, les médias n'en parlent pas. Mais alors là, c'est un scandale complet qui est en train d'éclater. Au moment où on va demander 40 milliards aux Français. Eh bien, il suffit juste d'aller chercher dans les banques. Écoutez bien, je vous demande un petit like, un petit partage et n'oubliez pas de vous abonner les amis. Que les actionnaires étrangers détenteurs d'actions françaises soient bien imposés, comme le prévoit la loi fiscale, lors de la perception de leurs dividendes. Il lutte contre des montages frauduleux d'évitement de l'impôt mis en œuvre par certaines banques qui perçoivent d'ailleurs au passage une rétribution. Or, que s'est-il passé après cette loi adoptée? Le gouvernement a prévu des textes d'application de la loi qui ouvrent une brèche dans laquelle les banques peuvent s'engouffrer pour continuer à frauder l'impôt. Ces textes d'appréciation, en effet, prévoient plusieurs cas où l'imposition est expressément exclue, alors que rien, absolument rien dans la loi que nous avons votée n'ouvre la loi à la non-application de l'impôt. Le président de la Commission des finances, Claude Raynal, et moi-même avons eu connaissance de ces textes d'application lorsqu'ils étaient en projet. Nous avons clairement fait connaître au ministre de l'Économie et des Finances notre opposition à leur parution. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait du premier courrier que nous avons adressé au ministre en date du 31 mars dernier. Je cite : « Le projet transmis crée une faille dans le dispositif qui permettrait aux opérations frauduleuses de perdurer, et ce, malgré l'adoption de nouvelles dispositions législatives insérées par le Sénat. » Il me semble que c'est assez clair. Pourtant, à ce moment-là, nous avons appris que le gouvernement comptait passer outre. Dans un deuxième courrier en date du 17 avril, nous avons rappelé notre opposition et notre rappel au respect du vote souverain du Parlement. Et je vais citer à nouveau ce second courrier. L'intention du législateur est ainsi parfaitement claire. Et ces modalités de mise en œuvre ne sauraient ouvrir des brèches permettant, dans tel ou tel cas, de ne pas appliquer la retenue à la source due en application de la loi fiscale. Je tiens bien sûr ces courriers à la disposition de la presse. Malgré cela, le soir même de l'envoi de ce second courrier, ce texte d'application qui contrevient au vote du Parlement était publié. Pour tout vous dire, je n'ai pas réussi, malgré plusieurs contacts avec le ministre et ses services, à comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement ne respectait pas le vote du Parlement, vote pourtant rappelé par le président Claude Raynal et moi-même. J'ai donc décidé d'aller aujourd'hui chercher l'information à la source, comme le permet notre constitution financière, la loi organique relative aux lois de finances. Elle offre au rapporteur général de la Commission des finances ou au président la possibilité de procéder à des contrôles sur pièce et sur place de la bonne application de la loi fiscale. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. D'autre part et surtout, j'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération bancaire française. Je cite les éléments récupérés auprès de Bercy. Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. Je cite encore, la direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Il s'agit tout de même de la direction de la législation fiscale, direction chargée de l'application de la loi fiscale. Et d'autre part de la Direction générale des finances publiques, c'est elle qui est chargée du recouvrement de l'impôt et de la lutte contre la fraude. Ces deux directions recommandent au ministre de ne pas publier
le texte d'application tel quel. Le président et le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, à l'origine de la loi, demandent expressément au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Et pourtant, le gouvernement publie le texte d'application tel quel. Enfin, je n'ai reçu aucune explication claire sur le fond des raisons pour lesquelles le texte d'application avait ainsi été rédigé. Tout cela, malgré ou après 5 heures d'échanges à Bercy, finalement très obscurs. Alors pourquoi? Qui, finalement, protège la délinquance en col blanc? Car il s'agit bien de délinquants, même s'ils présentent bien. Des délinquants poursuivis en tant que tels par le parquet national financier, qui a lancé des perquisitions contre plusieurs grandes banques françaises. Je peux citer ceux des Générale, BNP Paribas, Natixis, HSBC. Le Crédit Agricole a lui-même reconnu, après en avoir nié l'existence, sa participation à ces schémas d'évasion fiscale. Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, avait indiqué le 2 mai 2023 au Sénat que le montant total des redressements par l'administration fiscale et relatif à cette fraude s'élevait à 2,5 milliards d'euros. D'après les informations que j'ai récupérées auprès de Bercy, il y aurait désormais pour plus de 4,5 milliards d'euros de redressements en cours, avec des redressements qui datent du mois dernier et qui attestent que la fraude massive des banques continue. Les travaux de l'université de Mannheim en Allemagne estiment que la perte fiscale pour la France est d'environ 33 milliards d'euros entre 2000 et 2020, c'est-à-dire pas loin de 2 milliards d'euros par an. Et pourtant, la Direction générale du Trésor, qui se présente quand même comme le régulateur du secteur bancaire, dit pour sa part qu'elle n'a jamais produit aucune note sur le sujet de la fraude Cum-Cum. Et lorsque j'ai rencontré la Fédération bancaire française en novembre dernier, en novembre 2024, pour travailler sur ce sujet, que m'ont-ils dit? Je dirais même que m'ont-ils écrit, puisqu'ils m'ont remis un document. Et à la première page, en haut, en caractères d'imprimerie grand format et gras, je lis « Il n'existe pas de phénomène de fraude en France résultant de pratiques d'arbitrage de dividendes ». Au regard de la réalité de cette délinquance et des montants massifs que je viens de rappeler en jeu, on pourrait presque trouver ça drôle si ce n'était pas en fait à la fois tragique et inacceptable. Je pense d'ailleurs que cette note en dit long sur le fait que certains, souvent les plus puissants et ou les plus riches, se croient au-dessus des lois et refusent de se voir appliquer la loi fiscale elle-même, pourtant universelle et s'appliquant à tout le monde. Or, depuis 2018 et la révélation de ce scandale par la presse, des obstacles incessants se sont dressés face à la volonté du Parlement de mettre fin à cette fraude. En 2018, le Sénat avait adopté une mesure contre les Cum-Cum, mais cette dernière avait été rapidement vidée de sa substance lors de son passage à l'Assemblée nationale. Et plusieurs sources ont confirmé aujourd'hui que c'était la Fédération bancaire française qui était très directement intervenue dans la nouvelle rédaction du dispositif qui le rendait inopérant. Quand j'ai souhaité l'année dernière rétablir un dispositif de lutte contre la fraude, c'est le gouvernement qui s'y est opposé, et je dois le dire, à regret, à tous les stades de la procédure. Le gouvernement s'est opposé à mon amendement. Il a ensuite lui-même proposé une rédaction qui le vidait de son sens et qui vidait donc le dispositif de son sens. Il a même, par la suite, saisi le Conseil d'État pendant la procédure budgétaire, fait à ma connaissance inédit, en pensant que cela pourrait lui rendre un avis, celui-ci pourrait rendre un avis défavorable à notre dispositif. Et jusqu'en commission mixte paritaire, il a poussé des rédactions pour revenir sur notre vote unanime. Et à la fin, même après l'adoption de la loi et l'expression du peuple, même contre l'avis de ses administrations fiscales, il choisit de publier des textes d'application qui vont encore à l'encontre de ce vote dont je rappelle qu'il est unanime et permettez-moi de le dire, je l'espère toujours, souverain du